Bonjour, bienvenue au magazine de la santé. Le docteur Régis, bonjour. Bonjour Marina, bonjour à tous. Dans l'actualité, on va parler du vaccin contre le papillomavirus à l'origine de cancer du col de l'utérus et on parlera des nombreuses rumeurs qui circulent sur ce vaccin. On parle souvent des EHPAD, ces maisons de retraite où certains résidents sont parfois maltraités. Alors pour y remédier, une idée prometteuse et pleine d'avenir. Quand on remet de l'amour, de l'attention et de l'empathie dans la relation, cela fonctionne évidemment mieux. Et c'est l'objectif du label Humanitude. On vous en dira plus dans ce journal. Dans les chroniques, quoi de neuf sur le net? Bonjour Emma. Bonjour Marina. On va voir, écoutez, on va voir les bonnes résolutions qui circulent sur Internet, notamment en matière de fake news, vous savez, pour faire la chasse aux fake news et puis toutes celles que vous avez peut-être pris à la maison. On fume plus, on fait du sport, par on exemple. mange bien, enfin bon, bref, voilà. C'est un peu la même chose, ça tient quelques jours. Et puis les urgences avec Clémence Baudouin. Bonjour Clémence. Bonjour Marina. On va sauver des vies. Oui, c'est une bonne résolution aussi. On va apprendre à réagir en cas d'arrêt cardiaque. Et il faut surtout se dire que les premières minutes comptent et chacun peut agir. Alors pour faire un bilan rapide de notre état de santé, on connaît la prise de sang, on connaît l'analyse d'urine, mais bientôt on pourra peut-être ajouter l'analyse de l'air que nous expirons. C'est très sérieux et on vous expliquera comment cela fonctionne. Avec ces machines, les biologistes décryptent et analysent en temps réel les COV, les composés organiques volatiles contenus dans l'air que nous expirons. Une fois les bons marqueurs déterminés, il devrait alors être possible de diagnostiquer n'importe quelle maladie. In vivo, toute cette semaine consacrée à la maladie de Parkinson, on va retrouver Jean-Loup qui a été opéré, une opération qui se passe au niveau du cerveau. Et on va le retrouver donc après l'intervention pour voir comment il va. Je peux vraiment tout faire tout seul, alors que des fois, en fonction des on et des off, c'était pas forcément évident. Il y a le fait que je peux prendre mes petits-enfants dans les bras, sans risque pour eux. Jusqu'à présent, quand même, c'était un peu risqué. Cystite, brûlures urinaires, douleurs lors d'émictions ou simples difficultés à uriner. On parle de la vessie dans Allo Docteur et cette émission, vous le savez, c'est aussi la vôtre. Et on attend toutes vos questions sur ce sujet. Et ces questions, pour les poser, vous faites le 41 555 ou bien allodocteur.fr et France TV. Et sinon, c'est par le hashtag Santé F5. On est en direct, c'est le journal. D'ici quelques semaines, une campagne nationale de dépistage du cancer du col de l'utérus va être lancée. Chaque année, 3000 nouveaux cas sont détectés, 1000 femmes en meurent. Il existe pourtant un vaccin contre le responsable de ce cancer, le papillomavirus ou HPV. Et ce vaccin est recommandé pour les jeunes filles de 11 à 14 ans, mais en France, moins de 20% sont effectivement vaccinés. Le vaccin contre ce papillomavirus fait l'objet particulièrement de rumeurs sur Internet. Et pour les spécialistes, trop, c'est trop. Oui, et à l'occasion de leur congrès, ils ont décidé d'alerter le grand public sur ces contre-vérités. Le point, c'est avec Adèle Lecanuc, Clémentine Brou, Hervé Droguet. Lancé en 2007, le vaccin contre le papillomavirus n'a jamais séduit les Français. On l'accuse de tous les maux et sur Internet, les rumeurs se multiplient. Alors faisons le point. Le vaccin contre le papillomavirus est-il dangereux ? Soupçonné de provoquer un cancer du col de l'utérus, il serait aussi responsable de la sclérose en plaques. C'est faux. Une étude française menée en 2015 sur grossièrement 1 million de populations vaccinées et populations non vaccinées, même tranche d'âge, même jeunes filles, aucune augmentation de l'incidence de la sclérose en plaques en France. Je pense que la preuve est très solide. Est-il réellement efficace ? Pour ses détracteurs, le vaccin contre le papillomavirus n'aurait aucune utilité. Là encore, c'est faux. Les spécialistes sont formels. Aujourd'hui, nous avons la preuve irréfutable de la réduction des lésions précancéreuses du col utérin et donc nous espérons avoir la preuve des lésions cancéreuses dans les années à venir. Le recul aujourd'hui est encore trop bref pour cela. Et à l'étranger, comment ça se passe ? Dans certains pays, la vaccination est beaucoup plus fréquente. Elle réduit de plus de 2/3 les lésions précancéreuses. Comme en Australie, où près de 80% des jeunes sont vaccinés. L'incidence des infections à papillomavirus a chuté de façon très très importante, aussi bien dans la population vaccinée que non vaccinée, puisque c'est un problème de contamination. Donc en se vaccinant, on protège également les autres. Ce vaccin protège contre le cancer du col de l'utérus, mais aussi du cancer de la vulve, du vagin, de l'anus ou de la gorge. Les Français fument moins. L'an dernier, la vente de cigarettes a baissé, 9,32% en moins. La vente de tabac roulé, très apprécié des jeunes, est également en recul, moins 9,4%.
La politique de lutte contre le tabac semble donc fonctionner. Principale mesure, c'est de viser le porte-monnaie des fumeurs. Depuis le mois de mars, le paquet de cigarettes coûte en moyenne 8 €. Oui, et c'est pas fini parce que ce paquet de cigarettes devrait encore augmenter dans les mois qui viennent pour atteindre les 10 € d'ici 2020. Et puis souvenez-vous, les pouvoirs publics ont aussi imposé le paquet neutre, un paquet sans marque ni logo. Puis il y a eu aussi les substituts nicotiniques comme les patchs, les gommes à mâcher qui sont mieux remboursés. Alors vous n'avez plus d'excuses si vous n'avez pas encore pris des bonnes résolutions pour 2019, tout simplement. Je ne veux pas analyser ce lapsus. C'est le moment d'arrêter de fumer. Le gouvernement l'a promis, une loi sur le grand âge va être votée en 2019. Il s'agit de répondre à la mobilisation sans précédent du personnel des EHPAD en janvier dernier. Les soignants réclamaient plus de moyens pour mieux prendre en charge les personnes âgées dépendantes. Sans attendre la loi, certaines équipes tentent d'améliorer leurs pratiques via un label baptisé Humanitude. Derrière ce néologisme, une philosophie du soin transmise lors des formations. Il s'agit d'aider les soignants à mieux accompagner les patients en respectant leur rythme. Voyez ce reportage dans un établissement près de Paris, signé Géraldine Zamanski, François Rochel et Isabelle Gastebois. Bonjour Madame Daniel. Bonjour Madame. Madame, je m'appelle Aurélie. Je me souviens jamais d'énoncer votre caractère. Ah ça oui, on tourne pas mal, hein. Bonjour Aurélie. Bonjour. Là regardez, il y a ma main. Vous sentez? Oh oui, oui. Oui. Elle est comme la mienne, elle est froide. Main froide, cœur chaud. Ça me rappelle mon père, il nous disait ça quand il nous envoyait un peu jeunes dans le champ. C'est bon, hein? Ah, les beaux souvenirs. Oui, des beaux souvenirs, oui. Ici, au lieu d'être expédié rapidement, la distribution de médicaments est aussi l'occasion d'un moment de partage. Une autre forme de soin pour ces personnes atteintes dans leur capacité d'échange. Tout un accompagnement auquel le personnel est formé dans le cadre du projet de label Humanitude. De ce qu'on apprend en formation, donc on capte tout d'abord le regard, donc ça c'est primordial puisque dire bonjour à une personne qui ne regarde pas, donc c'est l'impliquer dans une relation qu'il n'a peut-être pas envie d'établir, donc par le regard on capte déjà la relation. Ensuite on peut introduire un toucher progressif si la personne elle le souhaite. L'idée est de savoir se mettre à l'écoute, même de patients qui ont du mal à s'exprimer. Parmi les critères du label Humanitude, il y a donc la très faible prescription de traitements qui calmerait artificiellement les patients, pour ne pas réduire davantage les possibilités d'interaction. Ici, on emploie plutôt des techniques non médicamenteuses parce que le but dans tout ça, c'est qu'ils restent en lien avec nous et pas forcément au calme. Enfin, c'est pas ce qu'on recherche. On ne cherche pas quelqu'un qui reste uniquement au calme. On cherche le bien-être et le bien-être, ça passe aussi par les interactions sociales. Ça passe par pouvoir se mobiliser sans risque. Vous voulez marcher? On a fait marcher avec vous? Au cœur du label Humanitude, il y a l'idée que rester vivant, c'est rester debout le plus longtemps possible. L'objectif est adapté aux capacités de chacun, mais une chose est sûre, pas question ici de gagner du temps en poussant les patients dans un fauteuil, ce qui suppose d'avoir assez de personnel pour ne pas être obligé de recourir aux mesures expéditives. Dans certains établissements, il y a trop peu de personnel, mais vraiment trop peu, ce qui fait qu'ils n'en sortent jamais, parce que du coup, ils voient bien que le travail qu'ils réalisent auprès des personnes âgées n'est pas bon, du coup les personnes âgées ne sont pas contentes, les familles non plus, du coup ça augmente la pression sur les salariés et ils ne s'en sortent pas. À l'inverse, il y a des établissements qui réussissent à être dans des cercles vertueux, c'est-à-dire que mieux on travaille auprès des personnes âgées et mieux les personnes âgées se portent, plus les familles sont contentes et plus les personnels vont bien. Avancez encore un peu. Avancez. D'ailleurs, l'obtention du label repose aussi sur le bien-être des soignants, évalués notamment à partir des arrêts maladie. C'est tout un ensemble qui permet d'apaiser les patients fragilisés par la maladie d'Alzheimer, comme la mère de Monique. Il n'y avait plus d'autres solutions, moi je ne pouvais plus. Une fois, elle voulait sauter du balcon, je fermais à clé pour pas qu'elle s'en aille. Et là, c'était très dur. Tandis qu'ici, tout se passe très bien. Elle est bien, elle est beaucoup plus calme. Pour consolider ce calme, l'équipe soignante a même partagé les grandes clés de la formation Humanitude avec les familles qui le souhaitaient. Grâce à ça, je me suis améliorée moi-même aussi pour lui parler, parce que parfois quand on répète toujours la même chose à ces personnes, c'est un petit peu stressant. Et en fait maintenant, même moi, je suis beaucoup plus calme.
Et c'est bien finalement d'avoir vu ce que c'était que l'humanitude. Le label Humanitude, c'est enfin une adaptation au rythme des patients pour les soins, les repas ou le coucher. Et comme la fin de journée fait partie des moments où le stress peut augmenter, une animatrice thérapeutique vient en renfort. Vous avez envie de bouger, vous? Hein? On se relève. Ce soir, il est inquiet, il est agité. Donc, on ne va pas le mettre au lit, histoire de le mettre au lit. Ça va être une souffrance pour lui. Il a besoin de déambuler, il a besoin de... on marche avec lui. Une chose est sûre, quel que soit le résultat de la labellisation en cours, les patients en bénéficient déjà. Voilà, et pour aller plus loin, on va accueillir la journaliste auteure de ce reportage, Géraldine Zamanski. Bonjour Géraldine. Bonjour. Vous avez donc passé une journée dans cet établissement qui se forme et qui se transforme donc, pour obtenir ce label Humanitude. Ça existe depuis quand ce label? En fait, le premier a été attribué à un établissement en 2012. Depuis, ils sont 17 à l'avoir obtenu et une centaine est actuellement dans le processus. Tout ça repose sur 5 grands principes que vous allez voir. Le premier, c'est de surtout faire aucun soin en force, 100% de soins en douceur. Il s'agit aussi de maintenir le patient debout jusqu'au bout et surtout pas grabataire dans un lit, respecter son intimité et sa singularité, être ouvert sur l'extérieur, ça veut dire par exemple aux familles ou bénévoles, on n'a rien à cacher, et puis avoir évidemment un projet d'accompagnement personnalisé pour chacun. Tout ça, ça se met en place assez lentement. En fait, il faut 3 ans en général pour obtenir le label. Ça passe par plusieurs formations. Il ne faut pas croire que ça concerne seulement le personnel soignant. Pas du tout, en fait. Ça nécessite l'engagement de tout l'hôpital, la direction, le personnel administratif, l'entretien, la restauration. Parce qu'en fait, ce que vous avez vu dans le reportage, ça nécessite une réorganisation très importante. Là, on a vu le soir, par exemple, très matériellement, il faut une personne pour accompagner avec compétence les personnes qui souhaitent se coucher seulement à 23h. Moi, je vous laisse imaginer ce que ça peut représenter le matin pour les toilettes et le petit-déj. Donc on imagine bien qu'effectivement cette mise en place est longue. Par contre, j'imagine que pour les patients, une fois qu'on est un peu plus empathique avec eux, ils rayonnent assez rapidement. Il y a vraiment des effets qui sont incroyablement rapides. Dès les premiers jours de la formation, qui a en fait lieu au sein même des unités, on constate une diminution des troubles du comportement de plus de 80%. Résultat, par exemple, pour une aide-soignante, il y avait des matinées qui pouvaient être entièrement plombées par une toilette très difficile, ça disparaît. Tout le monde va mieux en fait. Et on évoquait le cas donc, des arrêts maladie et des accidents du travail. Tous les établissements labellisés constatent une diminution. En fait, alors qu'il faut savoir que ce secteur, il détient le record absolu, toute catégorie dans ce domaine, devant les travaux publics, alors qu'on imagine que c'est quand même plus dangereux. Pour le personnel soignant, le nombre d'arrêts maladie et d'accidents du travail. Et donc, en fait, grâce au label Humanitude, les établissements sortent de ce cercle vicieux où on a un travail difficile qui entraîne plus d'absence, qui du coup entraîne une charge de travail encore plus dure pour ceux qui restent et des difficultés de recrutement chroniques. Et juste une petite précision, ce n'est pas les troubles du comportement qui diminuent de 80%, mais ça diminue chez 80% des patients. Pardon, oui. Cette organisation donc n'aurait pas besoin de moyens supplémentaires très importants? Non, il faut savoir en plus de toute façon que pour le personnel soignant, les établissements sont entièrement contraints par un budget qui est défini par la Sécu en fonction du nombre de patients et de leur état de santé. Donc ça, Romain Guizolme de l'Association des présidents d'établissement m'a bien dit, impossible d'avoir la moindre marge de manœuvre en embauchant plus d'aides-soignantes par exemple. En revanche, ils peuvent moduler sur d'autres personnels d'accompagnement comme des animateurs qu'on a vus le soir. Alors avec quel budget, vous allez me dire de nouveau? En fait, c'est grâce aux économies qu'apporte le label Humanitude. C'est incroyable, mais c'est très concret. Par exemple, pour les escarres, le label exige que chaque patient soit au moins levé 20 minutes par jour. Ça fait disparaître tous les coûts matériels liés aux escarres qui peuvent s'élever jusqu'à 100 000 € par an. Il y a aussi une baisse des coûts médicamenteux. Les établissements labellisés montrent que le coût des neuroleptiques qui étaient avant prescrits pour calmer les patients agités, c'est divisé par 6 ou 7. Et ça, ce que vous dites, c'est pour les établissements publics. Ça existe aussi pour les établissements privés? C'est possible? En fait, oui, spontanément, on se disait c'est peut-être plutôt les gentils, entre guillemets, à but non lucratif qui s'engagent dans ce processus. C'était vrai au début, mais en fait, Annie Devivy, qui est de l'association Assume Vie, qui coordonne tout ce label, m'a expliqué que c'était en train de vraiment changer. Ils sont de plus en plus contactés par des groupes à but lucratif. Alors, peut-être c'est parce qu'ils veulent encore améliorer leur rentabilité grâce aux économies qu'on vient d'évoquer. Ça peut être aussi parce qu'ils se préparent à des nouveaux critères d'évaluation des autorités sanitaires. Il se trouve que le label Humanitude va justement être entendu par la Haute Autorité de Santé le mois prochain. Enfin, en tout cas, de toute façon, tout bénef. Voilà, quel que soit leur objectif ou leur motif, c'est bénéfique pour les résidents. Et c'est quand même le principal. Et également pour le personnel soignant, et c'est aussi le principal. Carrément. Merci beaucoup Géraldine, et vous trouverez d'autres précisions sur le site www.lelabelhumanitude.fr. Merci.
L'efficacité de cette boisson aphrodisiaque a fait son succès et son échec. Vendu en Zambie pour doper les performances sexuelles, le cocktail vient d'être retiré du marché parce qu'il serait trop efficace. Il faut dire que son surnom laisse peu planer le doute, puisqu'on l'appelle boisson de 7 heures. Oui, 7 heures, ça fait beaucoup quand même, non? Ah ben attendez, je vous laisse seul juge de vos propos. En tout cas, en Ouganda, un de ses adeptes s'est plaint de palpitations, de sueur froide et d'une érection qui a duré près de 6 heures. Il a alors saisi l'autorité locale du médicament et la surprise, après analyse, la boisson contenait du sildenafil. Sildenafil, la célèbre molécule du Viagra, médicament bien connu contre l'impuissance. Et les symptômes dont s'est plaint ce patient correspondent bien à certains effets secondaires de ce traitement, mais officiellement, ce breuvage est à base uniquement d'extraits naturels de gingembre notamment. Alors, en plus du retrait des lots, les autorités ont publié une note d'avertissement à la population. On comprend bien pourquoi. L'entreprise, elle, dément avoir voulu booster les performances de cette boisson. À défaut de booster ceux qui la boivent. C'est la fin du journal. À venir, les chroniques Quoi de neuf sur le net, c'est avec Emma Strack. Les urgences avec Clémence Baudouin. De la recherche dans le carnet de santé avec une équipe qui traque dans notre souffle les marqueurs biologiques des maladies. Une piste qui intéresse bien sûr les médecins, mais également les gendarmes, vous le verrez. In Vivo, consacré cette semaine aux malades du Parkinson. Nous retrouverons Jean-Loup 3 semaines après son intervention chirurgicale. Et puis nous découvrirons Liliane qui bénéficie d'un traitement récent, une pompe. Et puis dans le docteur, il va être question d'un syndrome méconnu, la vessie douloureuse. Vous entendrez avec un témoin à quel point cela peut être handicapant. Et puis on parlera diagnostic et solutions, mais d'abord notre invité. Sophie Robert, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisatrice. Vous aviez fait un documentaire, Le mur, la psychanalyse à l'épreuve de l'autisme. Et aujourd'hui, deuxième volet de votre travail sur la psychanalyse française qui s'appelle Le phallus et le néant. C'est en salle le 16 janvier prochain. Vous avez rencontré 18 psychanalystes freudiens et lacaniens orthodoxes pour décrypter avec eux leur vision de la sexualité. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le résultat est absolument stupéfiant. La femme n'existe pas. Il n'y a que du masculin dans l'inconscient. Seule la perversion permettrait le rapport sexuel. Ce sont quelques-uns des propos tenus lors de ces entretiens. Déjà, c'est parti d'où ce projet quand même ? C'est la poursuite de mon travail de décryptage de la théorie et de la pratique des psychanalystes par la bouche des psychanalystes pour qu'on comprenne un peu ce qu'ils ont dans la tête. Parce que vous n'êtes pas psychanalyste, on précise bien. Pardon ? Vous n'êtes pas psychanalyste. Non, non. Ce qui distingue la psychanalyse par rapport à toutes les formes de thérapie, c'est une vision très spécifique de la sexualité. Là, vraiment, la sexualité, c'est central et mais très particulier. Les psychanalystes orthodoxes se reconnaissent entre eux comme psychanalystes à travers cette vision spécifique qui se traduit par un peu la démonisation des femmes, en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment une vision sexiste, viscérale, qui est motrice. C'est pas un à côté de la psychanalyse, c'est vraiment ce qui sert de fondation à toute leur théorie clinique. On regarde la bande-annonce et on en reparle. Moi, je suis en psychanalyse lourde, 3 heures par semaine. Le célèbre psychanalyste du PAF, Gérard Miller. Quand l'enfant découvre le sexe de sa mère, il voit un trou. On ne représente pas le sexe féminin puisque de toute façon, il n'est pas visible. Le seul organe qui compte, c'est l'organe mâle. Rappelez-vous, la femme n'existe pas. Ça suppose qu'un homme ne peut pas être attiré par le sexe d'une femme. Non. La pratique de la psychanalyse avec les enfants fait voir comment, en effet, le petit mâle a, avec sa petite queue qui remue, des rapports d'étrangeté. L'enfant est un être sexuel et je crois qu'on l'ignore. On l'ignore fortement et je crois que c'est le grand défaut peut-être de la société actuellement, c'est qu'on ne veut pas reconnaître à l'enfant cette sexualité, ces pulsions qu'il a. Le corps de la femme est phallique. À l'un la zézette et à l'autre le zizi, non.
On rappelle juste que la psychanalyse, donc c'est une technique de psychothérapie qui repose effectivement sur l'association libre d'idées, en essayant d'aller vers l'inconscient pour essayer de se guérir. Et vous disiez quelque chose d'intéressant, et c'est repris effectivement, c'est l'objet de votre film, qu'un des fondements de la psychanalyse, effectivement, c'est sur le sexuel. Vous pouvez nous en dire un peu plus? L'idée que tout ce qui est mobilisé dans l'inconscient, c'est la sexualité, ça repose sur vraiment une vision très spécifique de la sexualité, dans lequel la femme, qui est supposée ne pas avoir de sexe, en fait, ne pas avoir de représentation de son sexe dans l'inconscient, ça c'est moteur, c'est quelque chose qui va conditionner toutes les théories psychanalytiques, leur vision de la clinique et toute leur vision de la pathologie et tout le reste. Or, la plupart de ces psychanalystes sont également des psychologues et des psychiatres, c'est-à-dire qu'ils ont un double cursus, ils font des études à l'université, mais à côté de ça, ils vont sur le divan, ils se font enseigner des théories psychanalytiques sur lesquelles il n'y a aucun regard de l'État sur ces questions, aucun regard scientifique. La plupart refusent complètement la science. J'ai interviewé des psychiatres, par exemple psychanalystes, qui me disent « j'ai le diplôme de psychiatre, certes, mais c'est la psychanalyse qui compte. Le reste, je ne suis pas médecin, on s'en fiche. » Et ça a des conséquences dramatiques. Par exemple, c'est quoi les conséquences dramatiques? C'est la maltraitance de personnes victimes d'abus sexuels, de violences sexuelles. Il y a une dame qui me dit dans ce film, Mme Jacqueline Schaeffer, l'inceste paternel ne fait pas tellement de dégâts, ça rend juste les filles un peu débiles. Elle ne dit pas, c'est pas des propos qui lui sont personnels, c'est des propos qui sont communément admis par l'immense majorité des psychanalystes. Ça se retrouve dans les tribunaux, ça se retrouve donc avec, on va demander aujourd'hui de manière quasiment systématique que si l'enfant n'était pas consentant, l'enfant qui a été violé, abusé, on ergote sur l'âge avec lequel l'enfant... Il y a vraiment cette conviction qui est ancrée que les enfants auraient tous le désir de s'unir sexuellement avec leurs parents. Et c'est complètement délirant. C'est complètement délirant, ça crée une maltraitance phénoménale. Je suis pas... Pour être honnête, je ne suis pas tout à fait à l'aise par rapport avec votre film, où je le trouve très très à charge. Et ce que vous venez de dire, ça m'embête un petit peu, parce que je pense qu'on peut faire une psychanalyse et aller mieux. Et j'ai l'impression que vous, effectivement, vous dites, bah non, la psychanalyse, c'est une catastrophe, ça donne des maltraitances. C'est pas tout à fait exact, quand même. Il y a des gens qui vont mieux, il y a des gens qui vont pas mieux, mais comme tous les traitements, mais il y a des gens, et beaucoup de gens, vont mieux après une psychanalyse. Il ne faut pas confondre la psychanalyse et aller voir quelqu'un pour parler de soi. Aller voir quelqu'un pour parler de soi, avoir une démarche psychothérapeutique, c'est essentiel. Je parle de la psychanalyse, c'est l'objet de votre film. Voilà, là c'est vraiment des thérapies freudo-lacaniennes orthodoxes. Oui. Il y a à peu près 10% dans mon enquête de psychanalystes qui ne sont pas d'accord avec ces théories-là. Et d'ailleurs, ce sont des psychanalystes eux-mêmes qui, au cours de mes repérages, m'ont alerté sur les dérives sectaires au sein de leur mouvement, avant même que j'en prenne conscience. Donc ils ne sont pas tous, mais malheureusement l'immense majorité ont ces convictions qui leur ont été insufflées sur le divan. Ça crée des dégâts effroyables sur des personnes victimes d'inceste, sur des personnes victimes de violences sexuelles. Il y en a 3 qui témoignent dans mon film sur ils ne sont pas crus, leur travail est minimisé, enfin leur souffrance est complètement minimisée. Il n'y a pas d'accompagnement de victimes. Il y a vraiment quelque chose qui... Et puis une vision de la femme qui est scandaleuse. Qui est motrice et qui est scandaleuse. Alors, j'entends tout à fait ce que dit Régis, mais en l'occurrence, vous n'avez pas cherché des psychanalystes qui allaient tenir des propos extrémistes. Comment vous avez fait ce casting? J'ai travaillé pendant 4 ans de repérage, j'ai rencontré 52 psychanalystes, parce que, comme je vous l'ai dit, au départ, je me suis dit, mais j'étais tellement étonnée de ce que j'entendais que je me dis, c'est pas possible, je suis tombée par hasard sur une bande d'extrémistes. Donc j'ai vraiment cherché, et les questions se posaient, il y aurait pu y avoir un biais de sélection au départ, par hasard. Donc j'ai vraiment fait un travail très large pour avoir une représentation de la psychanalyse française. Et là-dessus de ça, j'en ai filmé 27. Et il y en a 18 plus M. Adonnaoui qui sont dans ce film. Voilà, mais j'ai cherché vraiment à avoir un panel extrêmement large en fonction des représentations de leur orientation freudienne, lacanienne ou clanienne, de leur parcours de psychologue ou de psychiatre à côté de la psychanalyse, etc. Vous avez eu des retours de leur part depuis le film? Ils se sont vus depuis celui-ci? Oui. Eh ben, y en a une qui n'est pas tout à fait... Madame qui dit que l'inceste paternel ne fait pas tellement de dégâts, ça rend juste les filles un peu débiles et est un petit peu inquiète, si on va dire, de ce film. Les autres, les 17 autres ont accueilli... Pas du tout. Non, les autres... Vous n'avez pas eu d'écho. Mon premier film, Le Mur, a été poursuivi en justice par 3 psychanalystes lacaniens. Il y a eu cette année de procédure. Ils ont réussi à faire censurer mon premier film pendant 2 ans. Et puis, la Cour d'appel de Douai a invalidé, les a déboutés. Et ils ont été condamnés en mars dernier à me payer 50 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive. Vous avez fait comment pour convaincre ces praticiens de parler?
Mais en fait, je leur ai simplement demandé de parler franchement devant ma caméra. On dit qu'ils sont omniprésents, les psychanalystes, aujourd'hui en France. Il n'y a plus que 2 pays au monde, la France et l'Argentine. Mais on ne sait pas ce qu'ils pensent, parce qu'ils jargonnent, parce qu'ils ont l'habitude de manier les contradictions. Donc je dis, voilà, parlez franchement devant ma caméra pour qu'on comprenne vraiment leur théorie, leur pratique par leur bouche. Qu'on comprenne bien. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que j'allais entendre. Et eux-mêmes, ils ont ces forces de conviction. Vous voyez dans le film, ils sont très à l'aise, ils sont très heureux de parler. Et je pense qu'ils sont tellement décalés, ils ne se rendent absolument pas compte de leur violence, de leurs propos et du fait que leurs propos sont complètement ils sont sur une autre planète par rapport à aujourd'hui, quoi. Merci beaucoup, Sophie Robert. Donc, votre film qui est assez édifiant, franchement. Le phallus et le néant, en salle le 16 janvier. Merci beaucoup d'être venu. Le titre internet du film ? Oui. Lephallusetlenéant.com. Toutes les informations sur le site lephallusetlenéant.com. Parfait. Merci beaucoup. Douleur pour uriner, sensation de brûlure, envie fréquente. Aujourd'hui, dans Allo Docteur, on va parler d'un syndrome méconnu, le syndrome de la vessie douloureuse. On verra à quoi c'est dû et surtout quels sont les traitements. Il y a 6 ans, Lydia devait se rendre plus de 30 fois par jour aux toilettes. Impossible dans ces conditions d'avoir une vie normale. J'essayais d'avoir toujours des petits bistrots, des petites choses où je pouvais tout le temps aller quand je vais aux toilettes. Parce que quand je sortais des toilettes, je pensais, maintenant je voudrais aller dans cet endroit. Est-ce que là-bas il y a des toilettes ? Lydia souffre de cystite interstitielle. Aussi appelée syndrome de la vessie douloureuse, cette maladie correspond à une inflammation chronique de la vessie. Voilà, pour poser vos questions ou témoigner, 41 555, allodocteur.fr France TV et le hashtag santé F5. Dans quelques instants, on va voir ce qu'il faut faire devant un arrêt cardiaque avec Clémence Baudouin qui est urgentiste. Bonjour Clémence. Bonjour. On va commencer avec Emma Strack. Bonjour Emma. Bonjour Marina, bonjour Régis. Et pour cette première chronique de l'année, évidemment, on va faire un petit tour des vœux et bonnes résolutions qui tournent en ligne autour de la santé. Voilà, et celle que j'avais envie de mettre en avant, finalement, c'est quelque chose dont on parle assez souvent ici, c'est l'idée de faire la part des choses entre le vrai et le faux. Alors je sais que c'est souvent plus facile à dire qu'à faire, notamment sur Internet, parce que faut savoir qui s'adresse à nous et derrière son écran, c'est pas toujours si simple. Mais bonne résolution pour moi. Je vais continuer à essayer d'y travailler pour vous. Et on va commencer avec une thématique qui est bien dans l'air du temps. Après les excès des fêtes, le petit verre en trop, la galette qui vient s'ajouter à ça. Vous avez probablement déjà entendu parler ou peut-être on détoxe de détoxifier. Voilà, exactement. Alors on en voit partout, des tisanes, des compléments alimentaires. Vous pouvez vous abonner à des cures pour avoir pendant une semaine des jus de fruits ou des soupes, etc. Ben voilà, je vous propose qu'on regarde ce qu'en pense l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, en vidéo. Il paraît qu'on peut détoxifier son organisme en faisant des bains de pieds ioniques. C'est quoi cette histoire ? Écoutez, vous ne trouverez aucun livre de toxicologie qui vous dira que l'organe de détoxication de l'organisme, c'est le pied. Les vrais organes de détoxication, c'est le foie et puis le rein. Le foie transforme les substances et on l'élimine tout ça grâce au rein. Revenons à nos petits problèmes de détox. Il n'y a vraiment aucun moyen pour compenser nos excès ? Croire qu'on peut faire tous les excès qu'on veut et puis ensuite prendre une tisane, un jus de citron, jeûner pendant 24 heures, suer dans un sauna et que tout d'un coup toutes ces toxines vont disparaître est une illusion. La seule manière, c'est la prévention et en gros d'éviter les excès et d'avoir une alimentation équilibrée. Nous voilà bien alors, pas de cure d'artichaut, pas de bain de pied ionique. Dingue. Ça sert à rien. Bon, pas de panique quand même si vous avez quand même un petit peu abusé pendant les fêtes, parce que même si en effet la prévention c'est ce qu'il y a de mieux, notre corps peut quand même encaisser ce type de qu'on a un foie et des reins. Exactement. Et donc tout ce qu'il vous reste à faire, on va le regarder ensemble sur un site qui a publié un petit récapitulatif. Mais en fait vous savez déjà tout ça. Regardez, on révise pour ce début d'année. Donc l'idée c'est de manger l'équivalent de 5 fruits et légumes chaque jour, de manger des protéines en variant leurs sources, de limiter la consommation de produits gras et sucrés et puis évidemment la consommation d'alcool. Mais dans le fond, il faut bien se souvenir qu'aucun aliment n'est fondamentalement mauvais. Et à l'inverse, qu'aucun aliment n'est miraculeux non plus. Et là, ça nous permet de rebondir justement sur le fameux citron dont on continue à voir circuler des chaînes de mails pour dire que c'est un aliment fantastique qui pourrait prévenir, voire guérir le cancer. C'est non, c'est un agrume, il faut le prendre pour ce que c'est plein de vitamines. Mais c'est bien tout, voilà. Donc, autre recommandation, vous mettez rien dans votre anus ou dans votre vagin parce que oui, tout à fait, je me permets d'insister sur cette recommandation. C'est léger
Appliquez ce conseil. Ça n'est pas nécessaire parce que vous n'avez pas besoin de détoxifier également. Voilà, c'est parti. Des conseils aussi. Merci. Et puis Emma, vous avez décidé de renouer avec la bienveillance via la toile. Ouais, et vous me regardez avec des grands yeux comme ça parce que tous ces mots de bienveillance, de gentillesse, c'est de pas respect... avec bienveillance que je vous regardez comme ça, naturellement. Tous les jours, je vous regarde avec des grands yeux. Non Oh, si, c'est je fais bien, hein, J'ai bien fait allez-y, de venir. Et justement, j'allais dire que ces jolis mots qu'on aime bien, ils sont un peu galvaudés, alors on hésite à les employer, alors qu'en réalité, c'est quand même un bon préalable pour vivre ensemble et se respecter au bout du compte. Donc je voulais partager avec vous cette bonne résolution qui pourrait viser à s'aimer soi-même pour commencer. Et la leçon nous vient d'un mannequin. Un mannequin grande taille, une femme qui a reçu tout un tas de commentaires et de comparaisons de son corps avec celui d'un hippopotame et qui a appelé à réagir sur le sujet. Et bien voici sa réaction. Je suis belle, j'ai du succès, je suis heureuse et reconnaissante. Pourquoi est-ce que je perdrais du temps à être contrariée? Je trouve que c'est une belle leçon. Voilà. Et en creux de cette idée de renouer avec la bienveillance, il y a celle de dénoncer les phrases qui font mal. Là, je voulais vous présenter un site Instagram auquel chacun peut envoyer les phrases qu'il a entendues et qui sont aussi assez édifiantes en matière de violence. C'est dommage que tu sois grosse, tu as un joli visage. Tu ne t'es jamais demandé ce que tu avais fait pour provoquer le cancer de ton bébé. Tu as été adopté, donc ton frère, c'est pas ton vrai frère. Ou encore un handicap pour le service parce qu'elle travaille à mi-temps. Voilà, c'est assez consternant. Je vous ai fait une petite sélection, mais en fait, ça m'a frappé de voir sur ce site à quel point les phrases les plus choquantes et marquantes pour les gens relevaient du corps et de la santé. Peut-être que le petit conseil, c'est de mettre à distance des personnes qui vous disent qu'elles sont particulièrement honnêtes et en fait qui font très très mal avec ce genre de mots. Toxiques à distance. On termine ce tour d'horizon des bonnes résolutions avec la star, évidemment, l'arrêt du tabac. Bah oui, c'est vrai qu'une fois qu'on a fait sa détox et qu'on s'est dit qu'on allait se mettre au sport, on arrête de fumer. Alors peut-être que ça va vous motiver. Regardez ce que j'ai trouvé sur ce qui circulait sur les réseaux sociaux. Si vous avez commencé à arrêter de fumer depuis le début de l'année, ça va vous motiver. Vous voyez, c'est une vidéo dans laquelle l'équivalent de 30 paquets de cigarettes sont consumés dans cette espèce de globe qui est rempli de coton. Donc elles sont allumées, l'air est inspiré pour ainsi dire. Et l'idée, c'est un peu de comparer ce qu'on voit à l'intérieur de ce globe avec ce qui pourrait se passer à l'intérieur de votre organisme. Voilà, comme si c'était vos poumons et puis le petit tube dans lequel la cigarette est mise, votre gorge. Et bien voilà l'idée que ça vous donne au bout de 30 paquets de cigarettes. C'est complètement rempli la combustion a rempli tout ça de goudron. Donc si vous arrêtez de fumer, vous avez vu que c'était la bonne idée. Il n'est jamais trop tard pour s'y mettre ou en tout cas pour s'arrêter. Et puis on poursuit avec l'actualité aussi. Oui, je voulais partager avec vous cette vidéo qui fait avec un message qui fait largement écho à la situation des gilets jaunes. On peut lire ce hashtag dessus, soigne et tais-toi. Ça circule pas mal aussi sur les réseaux et notamment sur Instagram. Derrière cette formule, ce hashtag, vous savez, c'est les formules de référence derrière lesquelles plusieurs personnes peuvent témoigner d'une situation qui leur est commune. Il y a un véritable ras-le-bol, celui de la violence subie, notamment comme cette infirmière qui, après seulement 4 mois de travail, a subi sa première agression physique au travail. Et c'est elle qui dit sa première, comme si elle s'était fait à l'idée qu'il y en aurait probablement d'autres derrière. Voilà, on a aussi des réactions de soignants qui sont trop peu payés et trop peu écoutés dans l'exercice de leur travail, des revendications qui sont avancées ici. C'est pas la première fois qu'on les entend, donc prêtons l'oreille. Et puis un peu de douceur pour finir. Bah oui, quand même. Je voulais vous montrer ce papa qui continue à faire le tour des réseaux sociaux et qui a trouvé la parade pour calmer son nourrisson. Regardez ça. Et voilà, c'est fait. Un peu fier le papa. J'adore. Merci beaucoup. Avec plaisir. Pourrons-nous un jour détecter les maladies grâce à notre souffle? C'est le pari d'une équipe de chercheurs qui traque dans l'air que nous expirons les marqueurs biologiques des maladies. Une piste qui intéresse même les enquêteurs de la gendarmerie. Ils essayent de déterminer si notre souffle, notre odeur est unique à chacun, ce qui pourrait les aider dans leurs investigations criminelles. Romain Marchal, Mathieu Cressio, Marc Levastrou et Eliane Lassibine. Que cache notre odeur? Notre haleine,
Notre sueur, en général, on essaie plutôt de les dissimuler, voire de s'en débarrasser. Pourtant, ils sont une mine d'informations pour ceux qui n'ont pas peur de s'en approcher. Virginie a reçu une greffe de poumon. Elle est suivie dans cet hôpital. En plus de ses examens, elle a accepté de participer à une étude qui pourrait bien un jour révolutionner le diagnostic. Le but de ce protocole est d'analyser les petites molécules qui sont présentes dans l'air que vous soufflez. L'analyse de ces composés organiques dans l'air expiré va nous donner des informations sur ce qui se passe dans les poumons. Le but étant de voir si ça peut nous donner des renseignements sur la présence de rejets aigus. Je vous laisse prendre ça dans les mains, je vous mets ça sur le nez et on va vous demander juste de respirer un petit peu plus amplement que d'habitude. Un simple souffle pour, un jour, diagnostiquer un rejet de greffe. Comment cela est-il possible? Notre corps produit à chaque instant des métabolites. Ce sont des composés organiques qui permettent le fonctionnement et les échanges entre nos différents organes. Dans le cas de Virginie, ces métabolites pourraient être modifiés par un rejet aigu ou n'importe quelle maladie. Ils sont véhiculés par le sang jusqu'au poumon. Il est donc possible de les retrouver dans l'air que nous expirons. Sans le savoir, en vous parlant là, je vous envoie vilainement dans la figure de la caméra à peu près 3 à 4 000 molécules qui sont variables, qui sont en fonction de ce que j'ai mangé, de mon état général, d'éventuelles maladies. Lorsqu'il y a certaines maladies, mon odeur, mon haleine, ce que je vais exhaler va comporter de manière anormale, on va dire 50 à 100 molécules trop représentées. Et le but, c'est de regarder si on peut identifier au sein de ces molécules un pourcentage de molécules qui sont anormalement fréquemment associées. Toute la difficulté est là. Identifier les molécules qui marquent un rejet de greffe ou toute autre pathologie. Avec ces machines, les biologistes décryptent et analysent en temps réel les COV, les composés organiques volatiles contenus dans l'air que nous expirons. Une fois les bons marqueurs déterminés, il devrait alors être possible de diagnostiquer n'importe quelle maladie. Les COV qui proviennent de tous nos organes sont expirés par voie pulmonaire. Donc on arrive à avoir des empreintes de maladies de certains organes qui n'ont rien à voir avec le poumon. On peut faire du diagnostic de cancer de la prostate en analysant les COV dans l'air expiré. Donc le champ des possibles est incroyable. Identifier une maladie grâce à une odeur et peut-être demain, identifier l'individu lui-même. L'odeur est le nouvel allié de la recherche criminelle. Nous sommes à l'IRCGN, le temple de l'expertise scientifique et criminelle de la gendarmerie. Donc là on voit bien que les différents pics là, qui sont ici sont en fait la résultante de celui-là. Donc là en fait ce que vous avez à l'écran c'est une odeur, l'odeur d'un individu qui a été prélevé. L'odeur a été récupérée sur cette personne grâce à des petits tubes de polymère qu'il a frottés longuement dans les mains. Sur ce graphique, les pics représentent les milliers de molécules qui constituent l'odeur de l'individu. Cela ressemble étrangement à une empreinte digitale. C'est en fait une empreinte olfactive. Ce qu'on essaie de montrer, l'objectif ultime de notre projet, c'est de montrer qu'un individu a sa propre odeur et que cette odeur peut être caractéristique de lui-même et pas de son voisin, si vous voulez. La partie empreinte olfactive pourrait être utilisée assez simplement dans tout type de scène de crime. Ça peut être des vols de voitures, des vols à main armée ou des affaires, on va dire, plus sensibles. Les enquêteurs pourraient alors bientôt ajouter dans leur mallette cet outil, un polymère qui recueille l'air ambiant. L'idée, c'est vraiment de dire, à partir d'une odeur, caractériser la présence d'un individu à un endroit donné, à un moment donné. Dire, la personne, elle était à tel endroit. Potentiellement, ça pourra être un élément qui pourra s'avérer fondamental dans la résolution de certaines affaires judiciaires. Ça pourra aider à résoudre des crimes. Les plus grandes polices scientifiques au monde planchent sur l'identification olfactive. Mais la France est aujourd'hui à la pointe de la recherche. Il y a moins d'un mois, 2 lycéens d'Antibes ont sauvé leur professeur de sport qui avait fait un arrêt cardiaque en plein cours. Ils ont su comment réagir et débuter les gestes qui sauvent. Clémence, aujourd'hui, avec vous, on va revoir quels sont ces gestes et surtout pourquoi c'est tellement important de savoir comment réagir. Oui, on le répète souvent, mais c'est vraiment extrêmement important. Il y a 50 000 victimes d'arrêt cardiaque inopiné, c'est-à-dire inattendu, par an en France. Le pronostic, il reste évidemment gravissime puisque le taux de survie, il est généralement de moins de 10%.
Et ce qui est intéressant dans cette histoire et superbe, c'est qu'en fait, on se rend compte que ce qui sauve les patients, c'est quand il y a des témoins présents. Ça arrive quand même souvent, parce que souvent les arrêts cardiaques, ils ont lieu en présence de proches, de gens dans la rue, dans des lieux publics, dans des terrains de sport, par exemple. Et la seule chance pour le patient d'avoir plus de chances de survivre, c'est si ces témoins débutent les gestes de premier secours. Donc pourquoi je crois qu'il y a une petite animation. Un arrêt cardiaque, en fait, c'est un arrêt du fonctionnement du cœur. Le cœur, il agit comme une pompe et il va perfuser le sang aux différents organes et notamment au cerveau. Quand le cœur s'arrête, l'activité électrique est complètement à plat, ou bien il va y avoir une activité électrique anarchique qui est inefficace et qui ne permet plus que le cœur fasse son travail de pompe. Et on sait que chaque minute où le cœur ne marche plus, c'est des minutes où évidemment le cerveau n'est pas vascularisé, les organes ne sont pas vascularisés et c'est 10% de survie en moins. C'est sûr que si on attend les secours qui doivent quand même se frayer un chemin dans les villes, etc., il faut agir avant. Le message, c'est qu'on ne peut pas attendre les secours qui mettent parfois 10 minutes. Parce que si on attend les secours et que rien n'a été fait, c'est sûr, le patient n'a aucune chance de survivre. Alors en pratique, on fait quoi? En pratique, il y a 3 messages importants à avoir en tête, assez simples. La première chose, c'est d'alerter les secours, parce qu'effectivement, on va pouvoir agir un peu, mais pas longtemps tout seul. La deuxième chose, il va falloir masser le patient, ce fameux massage cardiaque. Et la troisième chose qui est importante, c'est d'essayer de trouver et d'utiliser un défibrillateur. Et si vous voulez, on va voir ça ensemble. Est-ce qu'on peut juste préciser qu'aujourd'hui, c'est vraiment le massage cardiaque, le bouche à bouche n'est plus non. Le conseiller, c'est vraiment le massage qui permet de sauver quelqu'un. On fait qu'un massage cardiaque. Eh bien, on va vous suivre alors. On y va. Donc on imagine qu'on est dans la rue, effectivement, dans un lieu public, et devant moi, une victime, un patient va s'écrouler. Alors soit le patient s'écroule d'un coup par terre, soit il va peut-être ressentir une douleur à la poitrine ou une sensation de malaise. En tout cas, il s'écroule par terre et je le trouve au sol. La première question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe? Il va falloir reconnaître l'arrêt cardiaque. Donc la victime, je l'appelle, je la stimule, elle ne me répond pas, elle est inconsciente. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir vérifier si elle respire ou pas. Pour ça, je vais me pencher sur le visage du patient, je mets sa tête en arrière pour libérer les voies aériennes et ça me permet de regarder si sa poitrine se soulève, si je sens un souffle sur mon visage. Si le patient ne respire pas, elle est inconsciente, il est inconscient, il ne respire pas, c'est un arrêt cardiaque. Parfois, juste une petite remarque, on peut avoir l'impression que le patient va avoir une respiration complètement bizarre qui vient de très loin, comme un râle. Donc à ce moment-là, ce n'est pas une respiration efficace, ça s'appelle un gasp et on va également commencer les manœuvres de réanimation. Donc là, il ne respire pas, on est en arrêt cardiaque, on fait quoi? Alors la première chose à faire, c'est alerter les secours. Je vais évidemment rapidement débuter un massage cardiaque, mais il faut d'abord que je demande de l'aide. Donc s'il y a du monde autour, j'appelle, je crie à l'aide, il y a un patient en arrêt cardiaque. La deuxième chose, j'ai mon portable, j'appelle le 15 ou le 18, ils vont me prodiguer des conseils et moi je vais pouvoir leur donner les messages de où je suis et j'ai besoin de vous. Alors avec les nouvelles technologies, tant mieux, il y a des haut-parleurs, donc ça peut être très bien de faire le 15, de mettre en haut-parleur et moi ça va me permettre déjà de commencer les gestes de premier secours. Vous n'avez pas pris le pouls pour voir si la circulation existait encore? Non, si encore. on ne prend plus le pouls, c'est un geste qui est fait par ceux qui savent le faire. Il suffit de savoir que la personne est inconsciente et ne respire pas pour définir que c'est un arrêt cardiaque. Il n'y a plus besoin de prendre le pouls. Donc là, on a appelé le 15, le 18. On a appelé le 15, on attend les secours. On va commencer le massage cardiaque. Le massage cardiaque, c'est des compressions thoraciques. Donc la technique du massage cardiaque est très importante. Et là, évidemment, ça fait peur, on a peur, mais il faut se dire que si on ne fait rien, le patient n'a pas de chance de survivre. Donc on va essayer de faire au mieux, mais il ne faut pas hésiter à faire, même si on ne le fait pas parfaitement. Donc un massage cardiaque, ça se fait déjà au sol. Il faut que le patient soit sur un plan dur. Ensuite, je vais me positionner sur le côté du patient et mettre mes mains au niveau du milieu de la poitrine, globalement entre les deux seins. On va masser avec la paume de la main, qui est une partie dure également, qu'on va positionner au niveau du sternum, c'est la partie dure au milieu de la poitrine du patient. Je vais mettre mes mains et mes coudes comme ça, bien tendus pour avoir plus de force, et on va commencer à comprimer la poitrine à un rythme soutenu, puisqu'on dit qu'on masse à 120 par minute, et vous voyez, assez fort et profond, pour écraser le cœur en fait et remplacer son travail de pompe. Avec la peur toujours de casser une côte, même si on casse une côte,
c'est mieux que de laisser mourir le patient. Il ne faut pas avoir peur de mal faire, il y a toujours plus de risques à ne rien faire du tout. Donc là, ce qu'il faut expliquer, ce qu'il faut comprendre dans ce que vous disiez, c'est que le massage, effectivement, on va redonner l'effet pompe. C'est-à-dire qu'on avait un cœur qui fibrillait, c'est-à-dire qui était complètement inefficace, et on va redonner l'effet pompe. Exactement, vous voyez, quand je fais ça, en et fait, c'est ça qu'il faut permet faire immédiatement, au sang de circuler à partir du cœur. Donc c'est très fatigant, il faut le dire, mais ça peut permettre de sauver le patient. S'il y a quelqu'un qui est à côté de moi, si je fatigue, évidemment, on se relaie jusqu'à l'arrivée des secours. Jusqu'à l'arrivée des secours. Et ce qui est important, c'est qu'il ne faut jamais interrompre le massage cardiaque jusqu'à ce que les secours n'arrivent. Et on passe au défibrillateur. Ouais. Ça qu'on continue à masser, voilà. Ça que moi, là, je vais continuer à masser pendant que vous allez installer. Régis, est-ce que tu veux bien prendre mon relais? Donc, la troisième solution la troisième aide dans le cadre d'un arrêt cardiaque, c'est de trouver un défibrillateur. Donc là, il est arrivé par magie. Mais sinon, pour trouver un défibrillateur, il faut savoir qu'il y en a dans quasiment tous les lieux publics. Les lieux publics, ça va être les pharmacies, les gares. Régis, tu peux peut-être t'arrêter en attendant, mais on va reprendre ensemble. Il y en a dans les lieux publics. Et si vous voulez les repérer, il y a un logo vert où c'est mis DAE, défibrillateur automatisé externe. Il y a une appli qui existe qui s'appelle Stay Alive pour identifier l'endroit où on peut les trouver aussi. Exactement. Et sinon, le 15 à la régulation peut aussi envoyer quelqu'un chercher à l'adresse qu'il a trouvée lui-même. Le défibrillateur, ça se présente comme ça. C'est un boîtier et tout le monde peut l'utiliser parce que ce boîtier, en fait, quand on l'allume, on tombe sur une petite voie qui va nous guider entièrement. Donc ce boîtier, il est constitué de patchs. On va l'allumer. Si tu veux, Régis, tu vas reprendre le massage. Moi, je vais allumer le défibrillateur et on va l'écouter ensemble. Appliquer les électrodes sur la poitrine nue du patient. Donc ces électrodes, on va les appliquer les électrodes à côté du voyant clignotant. Aux endroits que m'indiquent les schémas, tout simplement, qui sont mis sur les patchs. Pendant ce temps-là, Régis continue le massage. Appliquer les électrodes. Brancher le connecteur. Le connecteur, on va le brancher là où ça s'allume. C'est vraiment très simple. Et ensuite, le principe du défibrillateur, c'est qu'il va faire une analyse. Régis, on s'écarte. Ne pas toucher le patient. À ce moment-là, le boîtier analyse si le cœur est en fibrillation ou pas. Choc recommandé. Là, ça veut dire qu'il y a un choc à recommander. Restez à l'écart du patient. Délivrez le choc. Le petit bouton orange s'allume, tout le monde se met en sécurité, on s'écarte, et moi, je délivre le choc et on va pouvoir reprendre le massage cardiaque. Commencez la RCP. Donc merci Régis. Peut-être qu'on va s'arrêter là. Donc vous voyez, la séquence est assez simple, quand on a l'expérience évidemment, mais le défibrillateur finalement, il nous dit tout ce qu'il y a à faire. Et si pour les dessins, pour savoir où positionner les patchs, ils sont dessinés sur les patchs eux-mêmes. Et donc surtout dire aussi qu'on continue à masser, quoi qu'il arrive. Voilà. C'est le SAMU, c'est les urgentistes qui vont décider éventuellement d'arrêter, mais nous, sur la rue, on continue. Jusqu'à l'arrivée des secours. Et dernier, donc, bonne résolution à prendre, formez-vous aux gestes qui sauvent, comme ça vous paniquerez pas en plus devant une personne et vous serez plus efficace. Merci beaucoup. Merci. On passe à In Vivo. Vivo consacré cette semaine à la maladie de Parkinson et on prend des nouvelles de Jean-Loup 3 semaines après son opération. Le chirurgien lui avait fait poser 2 électrodes dans la partie du cerveau qui contrôle le mouvement afin de diminuer ses troubles moteurs. Mais avant nous, on rencontrait Lilian qui a bénéficié d'un traitement récent, la pompe à duodopa. Un reportage Alice Bertulard et Claire Collin. Bonjour Madame Chapeau, comment allez-vous? Ça va mieux qu'hier. Ça va mieux qu'hier? Oui. Bon. Comment vous trouvez-vous d'un point de vue neurologique? Côté Parkinson? C'est mieux. Bon, c'est pas l'idéal, mais c'est mieux. Il y a des hauts et des bas, toujours. Il y a des hauts et des bas, oui. Est-ce que les douleurs se modifient en fonction de votre position? Ah oui. À 75 ans, Liliane souffre d'une maladie de Parkinson à un stade très avancé. Depuis le diagnostic en 2002, son état de santé s'est beaucoup dégradé et les médicaments n'étaient plus efficaces. Mais elle bénéficie depuis peu d'un nouveau traitement pour réduire les troubles moteurs, une pompe à duodopa. La molécule est administrée directement dans son intestin. Ah, oui, tout à fait. Alors, je me permets de regarder un tout petit peu. Je suis dessus, là. Ça me fait mal dans le dos. C'est les infirmières qui font le pansement? Oui. Le dispositif, en fait, il est composé de 2 parties. Il y a une sonde qui descend de la première partie de l'intestin grêle. C'est là où la dopamine est vraiment absorbée. Et c'est sur cette sonde qu'on va brancher, du coup, la pompe, le produit. Le gros avantage de ce traitement, c'est le fait qu'il remplace tous les autres traitements.
Donc c'est ce qu'on appelle une immunothérapie. C'est de la dopamine, c'est ce qui marche le mieux dans le traitement de la maladie de Parkinson. Ça a très très peu d'effets indésirables par rapport à tous les autres traitements. Et pour les personnes qui ne souhaitent pas se faire opérer ou chez lesquelles on va dire la chirurgie paraît un peu délicate, la pompe de duodopa peut être une excellente alternative. Là, je pense qu'on a plus de 25 patients qui sont sous duodopa et on est globalement très très content des résultats. Chez Liliane, l'orifice qui permet le passage de la sonde dans l'intestin est mal cicatrisé et reste douloureux, ce qui va nécessiter une petite intervention. On refait quelques examens pas très invasifs. On essaie de planifier déjà au bloc opératoire le changement de la sonde et on adapte en attendant le débit. Liliane tolère mieux ce nouveau traitement. Sa précédente pompe délivrait de l'apomorphine, une autre molécule qui peut entraîner des troubles de l'addiction ou de graves hallucinations. Un jour, je m'étais réveillée en train de rigoler comme une folle, à quatre pattes sous ma table de salon, avec tous les médicaments étalés sur le tapis. J'étais toute seule à ce moment-là, mon mari n'était pas là. Et ben, quand même, ça fait peur quand on se voit comme ça. J'ai dit non, moi, je reste pas avec ça. Je n'osais plus parler aux gens, j'avais entendu des histoires, enfin, je voyais passer des mariages à cheval, des trucs complètement de folie. Et là, je me suis rendu compte, je me suis dit, avec les médicaments, qu'est-ce qu'ils peuvent nous rendre fous? Ils peuvent nous rendre fous. On fait un petit tour. Ah oui, comme vous voulez. Je pense qu'il n'y a pas grand monde. Non. Tu es un garde du corps. Oui, voilà. Ouais. Je vous donne la main. C'est ça. Allez-y jusqu'à la porte de notre cadre. Voilà. Oui. Avec la pompe, le traitement agit de manière continue et les symptômes s'atténuent. Et revenez. Liliane subit moins de blocages ou de mouvements involontaires. C'est pas mal le demi-tour, ouais. Oui, il est pas mal le demi-tour. Je l'ai fait sans y penser. Oui. Et pourtant, Liliane marche donc de manière plus fluide. Oui, mais on va bientôt vous installer pour déjeuner. Ouais. Allez-y, on va rentrer. Peut-être. Encore récente, la pompe à duodopamine représente un espoir pour les malades et pour ceux qui les entourent. Comme le mari de Liliane, habitué à s'occuper de sa femme et de ses traitements. Au niveau pratique, parce que moi, en général, qui la branche, c'est beaucoup plus facile, c'est relativement facile à brancher, à modifier les dosages, ça pose pas de problème là-dessus. Voilà. Et au niveau efficacité, vis-à-vis de la Parkinson, je pense qu'il y a une nette amélioration. C'est pas l'idéal, on ne peut pas aller en arrière, mais c'est vrai qu'il y a des progrès. Des progrès, Jean-Loup en constate aussi. 3 semaines après son intervention, les électrodes placées dans son cerveau pour améliorer le contrôle de ses mouvements font leur effet. Il peut à nouveau s'habiller sans aide. Je peux vraiment tout faire tout seul, alors que des fois, en fonction des on et des off, c'était pas forcément évident. Il y a le fait que je peux prendre mes petits-enfants dans les bras, sans risque pour eux. Jusqu'à présent, quand même, c'était un peu risqué. Dans la mesure où je bouge plus maintenant la tête, qu'il n'y ait pas de grands gestes dans tous les sens, je peux les prendre sans problème et je ne vais pas m'en priver. Voilà. Jean-Loup a toujours besoin de sa femme Faïza pour s'occuper du stimulateur. Une fois par semaine, il faut recharger la pile du boîtier situé sous la peau du torse. Là, elle va biper. Elle bipe dans un premier temps jusqu'à ce qu'elle trouve. Là, elle a trouvé. Ouais, mais le bip, je l'ai pas entendu là, moi. Ben, je vais te le remettre. Oui, parce que je l'ai pas entendu. Grâce au stimulateur relié à des électrodes placées dans son cerveau, Jean-Loup prend 4 fois moins de médicaments. Ses troubles moteurs et les fortes douleurs qu'ils entraînaient ont beaucoup diminué. Un vrai soulagement pour lui et pour sa femme. Il a moins mal, il trouvait insupportable comment il souffrait. Il n'était pas tranquille du tout. Il est quand même beaucoup mieux dans son corps, il est plus rassuré. Il marche mieux également. Donc, une fois qu'il est parti, il marche mieux. Il se fatigue moins. Mais bon, ça va venir de plus en plus, il me semble. Hop là. Pas le collier d'arène. Alors c'est le démarrage qui est toujours dur, mais après ça va. Jean-Loup a parfois des freezings, quelques secondes d'immobilité durant lesquelles il a du mal à repartir. Mais il marche bien mieux et peut désormais sortir seul sans craindre une chute. La maladie reste présente et continuera d'évoluer,
Malgré tout, cette nouvelle autonomie lui permet de regarder l'avenir avec plus de sérénité. C'est comme un dompteur avec un tigre, et le tigre il est obligé de reculer un peu. Et alors, il est toujours là, hein. C'est-à-dire que la maladie existe toujours, mais je suis capable maintenant de me servir de mon fouet, grâce à tous ces gens qui sont avec moi. Je repousse l'état d'invalidité au maximum, ça me fait vibrer, ça me donne une volonté énorme, c'est impressionnant. Voilà, et puis demain, un dernier épisode et nous retrouverons 2 des témoins, dont Jean-Loup, pour prendre de leurs nouvelles. Un appel à témoins, Régis. Oui, dans le cadre du traitement de votre cancer, vous avez bénéficié de l'immunothérapie. Venez nous en parler, 01 58 88 85 21. Et puis vous ne bougez pas, on va parler dans Allo Docteur des douleurs de vessie. Pour répondre à vos questions, le professeur François Habb, qui est urologue. Bonjour. Bonjour. Et puis pour témoigner, Boyana Delhomme. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai qu'on connaît quand même très très mal ce symptôme, on va en parler. Vous, ça a commencé 1 an après votre 4e accouchement, c'est ça? Oui, absolument. Et ça a commencé comment? C'était un début brutal, nocturne, rétention aiguë, qui ressemblait un petit peu à une cystite, je dirais, bactérienne, oui. Mais ce n'était pas. Et on a mis combien de temps à faire le diagnostic? 3 ans. 3 ans. D'accord. C'est une moyenne assez habituelle? Classique, 4 ans et demi, moyenne en France, pour faire le diagnostic. D'accord. Et c'est fréquent? C'est plus fréquent qu'on ne pense. Donc il faut savoir le reconnaître. Peut-être on aura le temps tout à l'heure, mais juste montrer, pour ces vessies douloureuses, ça c'est une patiente que j'ai vue ce matin en consultation, pour se soulager, 20 mictions dans la journée, 10 mictions la nuit. Donc vous imaginez l'enfer. Eh bien, on voit ça dans quelques instants. Surtout, ne bougez pas.